Oui, c'est bon. Vous êtes plutôt bien accompagnée ce soir, Caroline. On est plutôt bien accompagnés ce soir. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené? Lapin, cochon d'Inde également? Oui. Cochon d'Inde, ça fait, ils ont quel âge? Alors, Bambou, il doit avoir 3 ans. Et Hugo, il a 3 ans aussi, en fait. On va parler principalement de médiation animale, mais pas seulement, c'est ça, ce soir? Oui, tout ensemble. à fait. Eh bien, très bien, je vous propose, on va parler d'animaux ce soir, vous l'avez compris, mais pas seulement. Alors, je vous propose de nous rester avec nous pendant 1 minute 30. On arrive tout de suite en direct sur le René VV. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Lorena TV. C'est parti pour 30 minutes d'émission. Alors vous avez des questions ou des remarques à effectuer sur les sujets qu'on va aborder ensemble tout au long de ce direct. Et bien c'est simple, direction les commentaires de ce Facebook Live. Kevin Bressan vous parlera de l'association Vivre avec le SED, le syndrome d'Ehlers-Danlos. On vous parlera également d'un projet et d'une action que mène la commune de Marange-Sylvange. Il s'intitule Coup de pouce. Il vient en aide aux jeunes de 14 à 15 ans. Mais pour commencer, on va parler d'animaux parce que vous l'avez sans doute remarqué, mais on est plutôt bien accompagné ce soir avec notamment un lapin et un cochon d'Inde. Et on en parle avec vous, Caroline Adelé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes infirmière de formation et dans quelques mois, au mois de mai, vous allez mettre votre métier d'infirmière en pause et même voire peut-être l'arrêter pour vous consacrer entièrement aux animaux. Vous avez monté notamment votre entreprise qui s'intitule Caronimo, une entreprise qui propose un panel d'activités, le comportementaliste canin, la médiation animale, le pet sitting NAC. Alors c'est un peu c'est un peu le babysitting à la française avec les enfants, mais là on va parler du pet sitting pour les animaux et aussi vous organisez des anniversaires. Alors la première question qui me vient, pourquoi ce choix d'avoir décidé d'arrêter votre métier d'infirmière pour vous consacrer entièrement aux animaux? Alors, j'ai fondé une association de médiation animale il y a 3 ans, Humanoé. Et je savais bien qu'un moment viendrait, enfin j'espérais, où il faudrait faire un choix. Parce que je peux pas être à 2 endroits en même temps. Et là, au bout de 3 ans de cette association, de vie de cette association, j'ai beaucoup de demandes au niveau de la médiation animale surtout. Et j'arrive plus à, à cumuler les deux fonctions en fait. Donc voilà. C'est un choix bien réfléchi. Oui. Bien réfléchi. Après, c'est une disponibilité au niveau de mon travail. Donc s'il y a des soucis, je peux réintégrer mon poste. Mais je pense qu'il n'y en aura pas.
On va quand même le souligner, vous êtes accompagné des animaux depuis le plus jeune âge. Quel Oui. était votre premier animal? C'était un Vous en chat. rappelez? Un chat, oui. Un chat? Hmm. Vous en avez combien actuellement des chats? Vous en avez énormément. Oui, j'ai un élevage de Maine Coon depuis 8 ans. J'ai 8 chats adultes et actuellement 6 chatons. Alors on le voit à l'écran, vous avez pas seulement que des chats, on a des brebis, on a aussi des lapins, des cochons d'Inde, Alors, mais Valentin, je vous coupe, ce sont des chèvres. des chèvres. Oh excusez-moi, je l'ai pas bien vu. On voit aussi également des oiseaux, énormément d'animaux. Oui. Vous Oui. en avez quelques chiffres rapidement. Ah, je dois avoir une quarantaine de petites vies à gérer. C'est énorme. Oui, Ça demande combien de temps à peu près pour gérer tous ces animaux? Ah, Les nourrir, minimum, jouer avec eux? minimum 1 heure par jour. Après, quand il y a les cages à entretenir ou des enclos à construire, des choses comme ça, ou des trajets chez le vétérinaire, voilà. Donc, mais je compte pas ça en temps. Entends? Non. Alors on va parler de votre entreprise que vous avez lancée il y a quelques semaines, il y a combien de temps? Un mois, même En pas? septembre 2018. En septembre 2018, Mm. mais qui commence à évoluer Oui. de mois en mois et notamment sur ces 2 derniers mois. Alors si certains de nos téléspectateurs rencontrent des difficultés avec son ou ses chiens, ils peuvent faire appel à vous. Alors quand on dit des difficultés, c'est au niveau de la propreté, des aboiements intempestifs, mais pas seulement. Alors vous proposez des séances de comportementalisme canin. À quoi ça correspond concrètement? Alors, en fait, j'interviens au domicile des maîtres du ou des animaux concernés. On fait un petit bilan par rapport au milieu de vie, les habitudes du chien, sa place dans la famille, et je mets en place des conseils en fait que les maîtres doivent appliquer pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent avec leur animal. Alors vous permettez en fait vous rétablissez la communication avec le C'est maître ça, et c'est son ça. chien. Et comment que ça se déroule? Parce que c'est pas en une simple petite séance qu'on va pouvoir apprendre au chien. Parfois les problèmes rencontrés tiennent vraiment à très très peu de choses. Et en fait, le souci, c'est qu'on a des œillères, être humain, et il faut un peu élargir son esprit et retrouver le mode de communication basique en fait avec l'animal. Les problèmes qu'on rencontre avec son chien, souvent, c'est parce qu'on n'arrive pas à décoder ces moyens de communication. Le chien nous fait savoir des choses et on les voit pas. Donc, c'est dans ce cadre-là que je peux intervenir. Alors une autre activité que vous proposez dans votre entreprise, c'est le pet sitting NAC. Alors on connaît le babysitting, la garde d'enfants, et vous proposez la garde d'animaux. Alors qu'est-ce que vous proposez au-delà de la garde des animaux? Pas simplement, il y a aussi un hébergement, vous nourrissez les animaux, vous les sortez également. Alors c'est ça, donc les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie. Hein. Donc c'est pas chien ni chat, parce que j'ai déjà suffisamment de chats et de chiens aussi, En j'ai effet, 2 chiens, en voilà. effet. Et donc c'est les petits animaux. Je me suis dit que j'avais la place et le temps maintenant de m'occuper en plus de mes animaux, les animaux des autres. Donc l'animal le plus abandonné en France, c'est le lapin. Et souvent au moment des vacances, parce que les gens trouvent personne pour s'en occuper. Et voilà. Et si on peut proposer d'héberger les animaux là pendant les absences des propriétaires, ben voilà. Donc je réponds à la demande des gens. Si les gens veulent que leur animal reste en cage, bon en cage toute la journée c'est non, mais à l'intérieur ou au parc, voilà, je m'adapte à la demande en fait. Alors un parc, parce que vous avez, on va dire, mis en place un parc derrière chez vous Oui, c'est ça. pour accueillir tous les animaux, déjà les vôtres, Oui. mais aussi ceux des autres. Oui. Et on peut accueillir également du public prochainement. Donc, mais pas dans des visites inopinées, hein, c'est des choses organisées. Voilà, organisation avec les personnes pour venir visiter, notamment l'organisation d'anniversaire que vous proposez Oui. également dans votre entreprise qui s'adresse aux 4-12 ans. Comment que ça se passe un anniversaire hein, avec comme conducteur et fil rouge toujours les animaux C'est ça. au centre de cet anniversaire, des ateliers avec les enfants je présume. C'est ça, tout à fait. Donc ce que je fais moi en tant que chargé de projet en médiation animale, je me suis dit que c'était pas mal de l'adapter aux enfants et de le proposer dans le cadre d'anniversaire pour changer un petit peu des structures habituelles avec la musique très fort, les lasers et les enfants qui terminent en sueur, et donc de proposer pas que aux citadins, hein, mais aux enfants qui aiment les animaux et qui ont envie de vivre des choses un peu sympas dans un cadre différent. Donc les soins aux animaux, des petits jeux de piste, des chasses au trésor, voilà. Et c'est pas si simple quand même, c'est quand même sportif d'avoir des animaux à s'occuper pour un anniversaire quand même. Parce que les activités que vous proposez, c'est quand même sportif, non? Bah, je pense pas proposer de rodéo sur les chèvres, mais non, s'occuper d'un lapin, d'un cochon d'Inde, nourrir, couper les légumes, le mettre dans son enclos, lui apporter son eau. On peut faire des petites courses de cochon d'Inde aussi, non, c'est
C'est plus qu'amusant alors, c'est pas sportif. Voilà, mais on peut faire aussi les chasses au trésor, les choses comme ça peut être un peu plus sportif. Un peu plus tonique. Alors une dernière activité que vous proposez également dans votre entreprise, et c'est pas la moindre, c'est la médiation animale. Vous réalisez des interventions avec votre association Humanoé également, que vous avez fondée en quelle année? En 2015. En 2015, donc il y a quelques années. La médiation animale, c'est la mise en relation d'une personne avec un animal, avec un but thérapeutique, mais pas seulement. Non, le but thérapeutique, c'est vraiment quand il y a un projet de la part des équipes, des structures où j'interviens. Pardon, mais vous intervenez dans quelle structure principalement? Alors, j'interviens dans les EHPAD, dans les foyers d'accueil spécialisés, les maisons d'accueil spécialisées avec des adultes ou des enfants handicapés. Voilà. Alors, on va le voir sans doute à l'écran quelques images de vos interventions en maison de retraite. Et comment que ça se passe un peu une séance avec ces personnes âgées? Alors j'arrive, j'installe mon matériel, donc un petit plaid comme vous pouvez le voir en dessous de nos amis sur la table, parce que sinon l'animal glisse et fait ses besoins, donc il y a deux fonctions qui sont remplies. Et il y a toujours une base de nourrissage et de soins de cocooning, des soins de base aux animaux. Et on touche vraiment là les 5 sens, donc il y a le toucher de l'animal. L'animal est médiateur, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire le lien entre les personnes qui vont s'en occuper et l'équipe soignante ou moi. Hein, c'est vraiment, la médiation, c'est une relation qui est toujours triangulaire. Donc l'animal reste la base, mais ça peut partir, je dis pas dans tous les sens, mais presque, parce qu'après on va parler de recettes de cuisine avec certaines personnes âgées, enfin tout ça, parce qu'il y a des carottes ou des choses comme ça, donc ça ouvre vraiment un horizon très très large. Très divers. Alors, vous avez parlé des 5 sens. Est-ce qu'on pourrait les détailler davantage? Notamment, ça permet de réveiller les connaissances, la motricité, réveiller également les souvenirs que les anciens vont pouvoir avoir, et aussi éveiller le plus jeune au respect de l'autre. C'est quand même important, oui, ces 5 sens. Donc, le respect, ça rentre pas dans les 5 sens, mais par rapport aux souvenirs des personnes âgées, c'est vrai qu'on est ici on est quand même dans un secteur très rural, donc le lapin, ça réveille beaucoup d'émotions. Ils reparlent beaucoup de leur enfance, il y a des rires, il y a parfois des pleurs et tout, mais voilà, c'est quand même au final que du positif. Et au niveau des enfants, oui, le respect de l'autre, ça passe par l'animal. On lui apprend, évidemment, on lui donne les consignes de base. Mais en général, ça se passe bien. Les enfants sont pas violents à la base, mais bon. On pourrait vous retrouver où, Caroline? Sur les réseaux sociaux, sur un site internet, je présume? Oui, alors il y a le site internet de l'association Humanoé, humanoé.net, et le site internet de ma micro-entreprise, donc caronimo.fr. Et ça s'affiche actuellement à l'écran. On vous rappelle www.humanoe.net ainsi que www.caronimo.fr. On va passer aux questions de nos internautes parce qu'ils nous regardent et ils nous ont posé des questions et ils nous ont en envoyé par mal via notre adresse mail. Alors on va commencer. Alors il y a Laura qui nous demandait le nombre d'animaux, mais vous en avez répondu en début d'interview. Mais on a Marion qui nous demande votre parcours ainsi que vos études. Alors peut-être pas dans le métier d'infirmière, mais surtout dans le métier de votre formation pour la médiation animale, le pet sitting également. Oui, alors au niveau de la médiation animale, j'ai fait ma formation à l'Institut Agathea de Colmar. Donc c'est une formation au départ qui était ouverte à tous, mais ils ont eu une certification récente, donc je pense qu'il y aura des prérequis maintenant, un niveau d'études ou de parcours spécifique pour pouvoir passer cette formation. Et au niveau du comportementalisme canin, j'ai fait une formation avec Humanimalis. Donc c'est une formation à distance. Voilà. Et puis au niveau du pet sitting, c'est l'expérience aussi. Parce qu'avant, je le conseille à tout le monde, mais avant d'adopter un animal de chaque espèce, il faut évidemment se renseigner sur cette espèce parce qu'ils ont tous des besoins très différents. Donc c'est avec l'expérience que j'arrive maintenant à prendre soin de ces animaux. Je pense qu'ils sont pas trop mal lotis. Voilà. Merci bien en tout cas Caroline d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle vos différents sites internet auxquels on peut retrouver l'intégralité de votre actualité. Il s'affiche actuellement à l'écran www.humanoe.net ainsi que www.caronimo.fr. Vous êtes également sur les réseaux sociaux avec les mêmes noms, Humanoe
ainsi que Caronimo. Oui, tout à fait. Avec l'intégralité, on retrouvera également des photos de vos nombreux animaux. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous. Dans un instant, vous retrouverez Kevin Bressan. Il vous parlera de l'association Vivre avec le SED. Mais avant ça, on va prendre la direction de Marange Sylvange qui a mis en place un projet qui s'intitule Coup de pouce et qui intervient pour les jeunes de 14 à 20 ans, leur permettant de les aider à financer leurs différents projets, leur achat de matériel, mais aussi le permis de conduire. On voit tout cela dans quelques instants. Et pour ma part, je vous retrouve le 23 mars prochain. J'aurai avec moi sur ce plateau Julien Strelzik, jeune humoriste mosellan. On en reparle le 23 mars. D'ici là, on regarde le coup de pouce et c'est Kevin Bressan qui reprend l'antenne. Regardez, coup de pouce. Bonjour Madame Zimmer, vous êtes conseillère municipale déléguée au développement social, mais aussi assistante sociale. Cela consiste en quoi? À aider les familles en difficulté, à améliorer leur bien-être? Dites-nous. Donc, sur la commune de Marange-Sylvange, c'est améliorer le bien-être. Donc, le bien-être des familles passe aussi par les jeunes. Donc, depuis 2014, nous avons créé un projet et une action qui s'appelle l'action coup de pouce pour des jeunes de 14 ans à 20 ans, pour les aider à améliorer leur quotidien ou à améliorer leur projet. Voilà, donc du coup, on a sollicité tous les jeunes nés à partir de 2001 jusqu'en 2008, habitant Marange-Sylvange, qui peuvent bénéficier d'une aide pour un projet. Et donc chaque année, l'étudiant donc entre 14 et 20 ans reçoit 100 €, c'est bien ça? Non, il ne reçoit pas 100 €. En fait, le projet peut se cumuler sur plusieurs années. Oui. Et il bénéficie lors de la demande, en fonction de son âge, d'une certaine somme d'argent qui est augmentée de 100 € par an. Voilà. Okay. Donc, je suis née en 2001. Je n'ai pas sollicité coup de pouce tous les longs 2015, 2016, 2017, mais je le sollicite en 2019. Donc, je bénéficie de 500 €. Ces 500 € ne sont pas donnés sur le compte bancaire du jeune, ils sont donnés directement auprès du créancier, on va dire. Donc, si c'est le financement d'un permis, on va financer l'auto-école. Si le financement, par exemple, d'une licence de sport, on va financer l'association. Donc, un adolescent ne peut jamais venir à la mairie par exemple, disant tiens, je veux recevoir mes 500 € qui me sont... Les 500 € sont dédiés à un projet. Voilà. S'il n'y a pas de projet, on ne va pas financer. C'est pas de l'argent de poche. C'est lié à un projet. Donc souvent, on a le projet du permis de conduire parce que c'est l'époque où on a besoin d'être aidé pour passer son permis de conduire et avoir de la mobilité. Donc, par exemple, est-ce que acheter un ordinateur gamer, donc qui coûte 500, 600 €, ça peut être possible? Oui, ça peut être possible. Donc, ça peut être possible. Okay. Le jeune donc présente le projet coup de pouce. On demande sur un petit écrit la motivation de son projet et on demande un devis du coup, par exemple dans un magasin. Et nous, si on a un accord, si on a un avis favorable, le magasin est directement payé en fonction de son âge. Eh bien, merci beaucoup Mme Zimmer d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir parlé du projet Coup de pouce, un projet qui, je l'espère, vous aura totalement comblé puisqu'il se finit bientôt, donc en fin d'année 2019. Je n'ai plus qu'à vous dire rendez-vous en mairie pour retirer ce petit projet, donc projet Coup de pouce, à vos côtés pour aller plus loin. Donc, on accompagne le jeune jusqu'à la fin de son projet. Oui. Encore merci Mme Zimmer d'avoir répondu à mes questions. Bonsoir à tous, aujourd'hui j'accueille l'association Vivre avec le SED, Sadrum Dellers Danlos, avec sa présidente et vice-présidente. Bonjour. Bonjour Kevin, merci de nous accueillir. Merci à vous de venir sur notre plateau. Alors votre association a pour but de faire connaître cette maladie génétique provoquant une hyperlaxité des articulations, de la peau. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, un petit peu, bien sûr. Donc le nom est un peu compliqué. C'est un petit peu un nom barbare. C'est Ehlers et Danlos. C'était deux médecins, donc deux dermatologues, un dermato danois, Dr Ehlers, et un dermato français, Dr Danlos, qui ont fait des travaux il y a déjà très très longtemps. C'était en 1894 les premiers, donc on est quand même en 2019. Hein. Voilà. Et en fait, ces dermatos se sont rendus compte de l'hyperlaxité et de problèmes de cicatrisation de certains de leurs patients. Une peau veloutée, enfin des choses un peu bizarres. Donc ils ont creusé et depuis on a quand même pas mal avancé. On a quand même pas mal avancé dans le sens où on s'est rendu compte que cette maladie ne touchait pas que les articulations, mais l'origine est un manque de collagène, une altération du collagène, on va dire, et donc une anomalie du tissu conjonctif. Mais le tissu conjonctif, c'est les articulations, mais les organes internes aussi, on est constitué de tissu conjonctif. Donc tout est touché.
Donc les intestins, la vessie, le diaphragme, les poumons, les dents, les yeux, les articulations bien sûr. Et voilà, et c'est quand même assez difficile à expliquer et surtout à constater quand on nous voit comme ça aujourd'hui. C'est dès le plus jeune âge, ça peut être. Ah, ça peut se déclencher tout bébé, puisque voilà, on peut déclencher des symptômes tout bébé, comme la maladie peut se mettre en route à l'âge adulte. Voilà, donc c'est très compliqué en fait à définir et on n'a pas d'âge précis pour mettre en route cette pathologie. Et donc le diagnostic est tombé pour vous, Alice, en 2006. C'est un kiné qui vous a dit cette maladie. Alors personne avant n'avait réussi à poser un nom sur cette maladie? Non, personne n'avait réussi à poser un nom. Et c'est en août 2006 quand j'ai fait une entorse qui ne passait pas de la cheville droite. Je suis allée chez un kiné pour la première fois de ma vie, dans notre quartier où on habitait à Magny. Et puis ce jeune kiné qui sortait de l'école de Belgique, Mathieu Brignone, je le cite parce qu'il mérite, c'est vraiment grâce à lui. C'est lui qui en a entendu parler dans ses études, on lui a enseigné le syndrome d'Ehlers dans l'os. Et dans ses stages, il y a eu des patientes qui étaient atteintes de cette maladie. Et donc, en m'auscultant, en voyant un petit peu les parallaxies dans mes articulations, les douleurs que j'avais, il m'a demandé si j'avais d'autres soucis de santé. Il a demandé à voir si j'avais tous mes examens médicaux, savoir ce que j'avais fait comme examen, des scintigraphies osseuses, des scanners, des IRM, des prises de sang. On ne voyait absolument rien. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on te dit quand tu fais tous ces examens? Je dis, on me dit que j'ai rien et que c'est psychologique, que c'est dans ma tête. Et bon, j'avais 13 ans à l'époque, en 2006. C'est quand même pas psychologique. Je veux dire, quand on a 13 ans, on fait pas exprès d'être malade, d'aller voir chez le médecin, etc. Justement, quand on vous disait que c'était psychologique, excusez-moi, voilà. vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous allez dire au médecin? Alors moi, c'est vrai que déjà à 13 ans, maintenant j'en aurai 26 cette année, mais j'avais pas le caractère que j'ai maintenant. J'étais très 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 timide, très réservée. Mais à force, je finissais par le croire vers mes 13 ans, avant d'avoir le diagnostic, je finissais par croire que j'étais folle. Et donc j'étais presque prête à aller voir un psy parce que je me suis dit mais bon, finalement peut-être qu'ils ont raison et qu'il faut que j'aille faire une thérapie et que ça va pas dans ma tête quoi. Et quand ce kiné Mathieu m'a écouté, m'a demandé vraiment à voir justement à repartir chez lui à la maison avec mes examens médicaux, ça m'a quand même fait du bien parce que je me suis sentie écoutée. Et puis il est revenu à la séance d'après en me disant mais moi ça me fait penser à une maladie. Alors il n'osait pas trop le dire parce que c'était un petit peu compliqué, était un petit peu aussi jeune et timide et maladroit et débuté donc mais il a fini par nous expliquer la pathologie à laquelle il pensait. Et puis il nous a dit mais il y a un seul professeur qui s'occupe de cette pathologie, c'est le professeur Amonet à Paris, et il faut aller le voir parce que vraiment c'est important. Et donc on est allé le voir le 31 octobre 2006, et puis le diagnostic est tombé pour moi et un petit peu plus tard, le temps de s'occuper de moi un petit peu plus tard pour parce qu'on a compris. Bon, je suis retournée après pour moi, mais en effet c'est. Mais en sortant de la séance de kiné avec Mathieu qui nous a dévoilé vraiment le nom de la pathologie, on est allé voir sur le site internet du professeur Amonet. Et puis on a découvert la maladie et ma mère m'a reconnue moi, elle s'est reconnue. Voilà. Et moi aussi que sa maman. Moi j'ai eu un parcours très très compliqué au niveau médical. Hein. J'ai dû arrêter ma carrière de commerciale. J'ai aggravé cette pathologie. J'avais 26 ans et demi. J'ai toujours eu les symptômes. Quand je me regarde dans la liste des symptômes, je les ai tous depuis ma naissance. Mais il y en a certains qui m'avaient pas. J'étais comme ça, je m'étais pas posé la question. En fait, je me souviens être allé aux urgences combien de fois que le lycée m'a emmené aux urgences. On appelait ma mère en disant faut venir chercher votre fille. Et puis le lendemain, quand ma mère venait me chercher, j'avais plus rien. La crise était passée. Il trouvait rien. Il disait, elle a rien. Donc il pensait que c'était un coup de déprime à l'internat parce que je voulais pas y rester. Enfin, j'ai tout entendu en fait. Et même à l'âge adulte, quand ça s'est aggravé, où là je ne pouvais vraiment plus travailler du tout. Moi, j'ai fait tous les hôpitaux de la région et le résultat était le même que pour ma fille plus tard. Mais on n'avait pas les mêmes symptômes. Et moi, on m'avait dit que j'avais rien. Donc honnêtement, et je vous assure que j'ai présenté mes excuses à Alice parce que moi je me suis retrouvée dans une situation catastrophique au niveau financier et professionnel. Je me suis reconstruite comme j'ai pu, j'ai rencontré son papa, on a décidé de se mettre en couple et d'avoir un enfant, et ma fille est malade depuis qu'elle est née, et je vous assure que c'est une catastrophe parce que encore une fois on retourne chez les médecins, mais jamais ou bien loin de moi j'ai pensé que j'avais pu lui transmettre une maladie quoi. Donc ça nous a expliqué tout le tableau clinique, c'est bien sûr ça s'est tout éclairé, on a compris, mais tellement d'années de retard et de galères et on aurait pu vraiment, et aujourd'hui on en parlait tout à l'heure, on en parle beaucoup sur les réseaux en ce moment, on se bat pour des familles à qui on a enlevé des bébés.
Oui, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, justement, avant l'émission. Voilà, et des bébés, justement. Donc, nous, on aurait pu être victimes de ces placements abusifs. Parce que là, en ce moment, on a 6 nourrissons, 6 familles qu'on soutient comme on peut. On est en contact avec leurs avocats, mais on est impuissant. La justice refuse les diagnostics de ce syndrome parce qu'il n'y a pas de prise de sang. Il n'y a pas de gène identifié. Donc, on parle de maladies génétiques sans doute. Il y a sûrement une origine génétique, nous n'en savons rien pour l'instant. On parle de maladies héréditaires et orphelines. Orpheline, ça veut dire pas de traitement, pas de guérison. Parce que là, en ce moment, vous dites donc vous avez 6 cas d'enfants au sein de l'association. Il y a plein d'autres mais personnes au sein de la France qui ne sont pas au courant. Exactement. Et peut-être qu'à qui on... Alors, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, on arrive à communiquer. Mais ces familles, on les a toutes rencontrées. On a toutes discuté avec elles. Elles ont le même parcours. Un bébé qui a mal, qui se déboîte une articulation, qui pleure. Il y a des choses. On va aux urgences quand on est jeune parent. C'est normal. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On place les enfants. On a aussi la double peine, c'est-à-dire que une fois qu'on a le diagnostic, qu'on trouve enfin ce qu'on a, on doit encore se justifier derrière, bien prouver qu'on est malade et que c'est bien cette maladie. Donc c'est la double peine en fait. Et là justement, ces familles, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Parce que si on peut pas prouver, on va dire, la maladie, de toute façon, cette pathologie, le diagnostic. On parle de diagnostic clinique, c'est-à-dire sur un tableau de symptômes. Il n'y a pas de prise de sang, c'est pas la peine de nous en demander, il n'y en a pas. Il faut faire confiance au médecin qui connaît. Or, jusqu'à présent, un des plus grands experts, c'était le professeur Claude Amonet. Il y en a d'autres en France maintenant. On a quelqu'un sur Nancy qui est très bien. On a d'autres médecins. Le problème, c'est que la justice refuse. Souvent, le professeur Claude Amonet, que nous on a fait venir à Metz et qu'on connaît très bien, il a 78 ans, donc on me dit non, il faut en trouver un autre parce que lui, il est un peu trop vieux. Le professeur Amonet, il a son savoir, il a toute sa tête. Mais bien sûr, si aujourd'hui on est devant vous, on peut le remercier lui aussi, hein. Parce que Mathieu Brignon, bien sûr, c'est lui qui a pensé, mais parce que le professeur Claude Amonet avait fait des travaux dessus. Et s'il n'avait pas fait ses travaux, on ne serait pas là. Donc, c'est très compliqué, franchement. Et au quotidien, parce que comme vous le dites, c'est très compliqué à gérer. Comment vous faites au quotidien? Au quotidien, alors je pense qu'au fil des années, on apprend. Je pense qu'on apprend un petit peu sur le tas, comme on dit. Et puis, je dirais qu'on sait presque déjà vivre avec parce que même si avant le diagnostic, donc évidemment, on ne savait pas ce qu'on avait, mais on a toujours vécu comme ça, on a toujours vécu avec nos symptômes, avec nos douleurs, avec notre fatigue. Ce qui change en effet, c'est qu'on peut prouver qu'on a bien une maladie, qu'on a bien un nom de maladie, même si on est encore parfois pas cru et mal compris. Mais c'est vrai qu'en effet, il y a tout le quotidien à gérer parce qu'une fois qu'on a le nom de la maladie, il faut en parler à l'entourage et souvent c'est un petit peu tabou dans la famille donc c'est très compliqué. Il y a à l'école aussi, c'est aussi très compliqué. Justement, avec les regards des autres, des choses comme ça. Il y a le harcèlement. Moi, j'ai vécu du harcèlement dans 2 collèges. Ça a été très difficile. Heureusement, au lycée, j'ai très, très bien prise en charge au lycée. Et j'ai aussi une auxiliaire de vie scolaire, grâce à qui j'ai eu 2 AVS en tout, mais c'est grâce à elle que j'ai pu avoir mon bac. Mais c'était très dur. Et il y a plein d'enfants qui sont en phobie scolaire. C'est-à-dire que c'est vraiment, on n'est pas compris parce que c'est une maladie qui ne se voit pas. Donc on est un petit peu, oui, c'est un peu comme si on mentait, comme si on... Une des actions de l'association très importante, c'est les interventions en milieu scolaire. Voilà. On intervient c'est très important. Quel type de classe Toutes les classes. Alors, pour les enfants qui sont scolarisés, qui ont un syndrome d'Ehlers-Danlos, on va intervenir dans la classe de l'élève. Il faut que l'enfant soit d'accord. Hein. Moi, je ne vais pas intervenir si l'enfant n'est pas d'accord. C'est lui qui décide si on vient ou pas. Après, il y a le contact avec le collège, l'école ou tout ça. Et vraiment, on fait tous les niveaux. Et ça se passe. Nous, on a choisi d'expliquer que le syndrome d'Ehlers-Danlos est une maladie de toute façon handicapante et invalidante, mais c'est une différence. On est d'accord, on est différent de vous ou tout ça. Et on a choisi de parler du vivre ensemble, c'est-à-dire de toutes les différences. Donc, on va leur parler de harcèlement, de discrimination. Et on va mélanger notre syndrome, notre maladie avec tout le harcèlement. Est-ce que ce qu'on peut vivre, tout ce qui est l'homophobie, tout. Il faut vraiment que les gens comprennent que un enfant qui va à l'école et qui est malade, il veut aller à l'école avec les autres. Et voilà. Et un enfant qui a une culture différente, une religion différente, il veut y aller aussi. Donc voilà, il faut que tout le monde, nous on a vu ce changement quand elle s'est retrouvée dans un lycée à Borny en zone d'éducation prioritaire. Elle craignait d'y aller parce qu'elle avait eu du harcèlement dans 2 collèges avant et elle s'est dit mais vous savez les idées reçues,
les quartiers sensibles, voilà, ça fait peur. Et au contraire, là, elle a été vraiment très bien prise en charge. Donc, il faut casser ces idées reçues. C'était des jeunes qui donc la plupart étaient musulmans et dans cette culture-là c'est complètement différent. Moi j'ai des copines justement musulmanes qui m'ont dit mais chez nous on s'occupe, on laisse pas tomber les personnes qui sont plus faibles que nous. Et je me suis dit mais mince, on n'a pas ça dans notre culture européenne, c'est complètement différent, on n'a pas cette approche-là, c'est pas flagrant en tout cas. Et chez eux vraiment c'est ancré, j'ai envie de dire. Et quand je suis allée dans ce lycée-là en fait on m'a dit, le proviseur a dit à ma mère, mais c'est pas Alice à s'adapter au lycée, c'est le lycée à s'adapter à Alice. Donc, on lui a demandé s'il pouvait répéter une seconde fois cette phrase. Il a dit, mais je vous assure, je vais pas en retraite. Mais la personne qui me remplacera mettra tout en œuvre et tout se passera très bien. Et tout s'est très bien passé. J'ai passé 3 superbes années. La prof de sport qui ne m'a jamais eu en cours a organisé un cross et une marche pour moi. C'était incroyable. Ils ont récolté 800 € pour l'association. Et c'était fou, ces jeunes qui n'avaient pas beaucoup de sous, qui étaient vraiment des quartiers difficiles, et ils ont donné à coup de 50 centimes d'1 € pour une part de pizza, pour un petit truc qu'on vendait, et c'était incroyable. Ils ont participé, c'était généreux, et jamais j'ai eu un jugement, jamais. Pourtant, un coup j'étais en fauteuil roulant, un coup j'étais debout, un coup avec une canne, mais jamais j'ai eu un jugement. Tout ce que j'ai vécu dans les collèges précédents, ça a été affreux, mais voilà, et vraiment ça a été incroyable. Et eux, ils étaient victimes de discrimination par rapport à leur couleur de peau, leurs origines, leur culture, leur religion. Moi, par rapport à mon handicap invisible, et on s'est tous très bien entendus. Et là, comme vous l'avez dit, vous avez eu des jours où vous pouvez être en fauteuil roulant ou des jours normalement comme bien sûr, encore ce matin, j'étais en fauteuil roulant. Ce matin, on a eu un rendez-vous et j'étais en fauteuil roulant. Et vraiment, je me sentais pas de marcher, j'étais épuisée. Vraiment, j'ai bien plus de douleur que ce soir, mais j'avais mal partout et donc j'ai dû prendre le fauteuil roulant. Et puis bon, là, j'ai réussi à venir debout pour vous voir, mais ça varie en fait d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre même. Donc c'est ça, mais je peux tout à fait comprendre que ça puisse perturber les gens. C'est tout à fait normal puisque c'est pas commun, on va dire. Mais moi, je préfère largement qu'on vienne me poser des questions en me disant mais tiens, qu'est-ce que vous avez, j'ai du mal à comprendre, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je réponds sans problème, plutôt que après avoir des réflexions par derrière et voilà. Donc je préfère qu'on vienne me voir au culot, tout simplement. Même quand je suis en fauteuil roulant dans la rue, j'ai dit toujours quand on intervient devant les jeunes justement dans les collèges, les lycées, même école primaire aussi, on commence, et puis on parle beaucoup des réseaux sociaux parce que c'est très important. Snapchat, Instagram, tout ça, toutes ces autres applications que je vais pas citer, mais il y a énormément de danger là-dessus au niveau du harcèlement. Et je leur dis mais faites attention à ce que vous postez, faites attention, ça détruit des vies. Très prudent, ça détruit des vies et vraiment on en parle même dès la primaire. Et 10-11 ans, ils sont déjà sur les téléphones. Ils ont déjà les téléphones avec les réseaux sociaux. Ils ont déjà les applications. Très jeunes. Et c'est vraiment et ça va très vite, le harcèlement, la moquerie. Moi, j'ai eu de la chance à mon époque. Il y avait que MSN, donc c'était encore pas très dangereux, on va dire. Ça pouvait commencer parce que quand j'ai eu le harcèlement au collège, on m'a déjà tout de suite, malheureusement, une prof a monté les élèves contre moi parce que je suis pas venue un jour à une interrogation parce que j'étais trop fatiguée, je pouvais pas venir. Et donc on en a conclu que je ne venais à aucune interrogation et que je faisais exprès de ne pas venir. C'est incroyable. Évidemment, les professeurs sont le professeur est l'exemple de la classe. Il montre l'exemple aux élèves. C'est normal, c'est lui qui a le savoir, c'est lui qui aide les élèves justement dans leur éducation, j'ai envie de dire. Et forcément, les élèves, heureusement, j'avais 2 copines qui étaient de mon côté, qui m'ont répété ça après, mais tous les autres m'ont bloqué sur MSN. Je n'avais plus personne en rentrant le soir à la maison. Déjà, avoir la maladie, c'est une difficulté en soi, plus avoir... c'est la double peine, voire triple peine, parce que justement, on n'a rien demandé, on n'a pas demandé à être malade, on n'y peut rien. On demande juste à vivre comme tout le monde et à être accepté dans la société dans laquelle on vit. Vraiment, nous, c'est vraiment un projet phare. On a un cas sur Thionville, une petite en 6e. Je ne vais pas donner le nom d'établissement, je ne vais pas me fâcher avec eux. Ça sert à rien. Mais la petite était en fauteuil roulant, l'ascenseur est en panne, donc elle a passé 2 journées dans le bureau des surveillants. Et elle s'est fait punir. Des cas comme ça, il y en a. Et elle s'est fait punir parce qu'elle avait pas fait elle avait pas les devoirs pour faire l'interrogation. Voilà, je suis désolée, ça va pas. Il faut essayer de changer les mentalités et ça, on peut. C'est une prise de conscience. Il faut que les gens comprennent que scolariser des enfants en situation de handicap, c'est une loi. Ils doivent le faire. Ils doivent tout mettre en place. Et il y a beaucoup à faire. Mais ça restera un de nos engagements parce que bon, moi, ça fait 11 ans qu'on est sur le terrain.
Je voudrais arrêter, je ne voudrais pas fêter les 20 ans, honnêtement, parce que je me dis, je voudrais que tout le monde soit reconnu. Bon, c'est un peu utopique, mais je voudrais me dire que bon, allez, c'est bien maintenant. Parce que là, vous avez combien de personnes à peu près jusqu'à maintenant là, Ah, maintenant, j'en ai rencontré personnellement 3 ou 4 000, je ne sais pas, donc ça fait au moins 10 000 ou 12 000, parce qu'il y a chaque fois 2 ou 3 personnes dans la famille. Donc c'est énorme dans toute la France. Après, vous m'avez dit, vous envoyez aussi des lettres aux médecins, etc. Ah oui, 300. Je crois que c'est plus de 300 lettres des professionnels de santé l'année dernière, 123 des nouvelles familles. Là, demain, ma journée, elle est consacrée à des courriers. Comment faites-vous pour gérer tout ça? Je suis épuisée. Je ne vis que pour ça. Alors, c'est un choix, hein, je me plains pas. J'ai choisi de faire ça. Ça me convient parce que j'aide les gens. Mais je me rends compte qu'il y a une forte demande. Et que si on informe le corps médical, si on informe le médecin traitant, le kiné, ça se passe bien. Moi, j'ai des médecins qui m'appellent pour me demander de la documentation quand même. Donc, je me dis, à partir de là, il faut y aller. Donc, faut le faire. En fait, pour vous, il y a un manque d'information. Ah oui, complètement. Mais bien sûr, mais si les médecins avaient été formés à cette pathologie, mais je n'en veux ni aux formateurs parce que on fait partie des 9000 maladies orphelines. Je suis bien d'accord et consciente qu'on ne peut pas former tous les médecins en fac de médecine à ces pathologies orphelines. Nous, notre rôle d'association, c'est justement de faire ça sur le terrain. Donc, d'intervenir en IFSI, en IFAS, en IFE, ce sont les ergothérapeutes. On participe des congrès de médecine, les écoles de kiné. On fait vraiment des stands aussi bien grand public que professionnels. Et là, on se rend compte qu'on touche vraiment le public et on a de très bons retours. Hein. Parce que comme vous le dites, la maladie est classée en maladie rare, ce qui voudrait dire qu'elle toucherait, on va dire, moins d'une personne sur 2000. Or, le professeur avec qui vous travaillez, vous dirait plus de 1 à 2%. Mais bien sûr, parce que moi j'ai fait une petite enquête. Hein, j'ai plein de médecins avec qui je suis en relation dans toute la France. Je leur ai demandé combien ils en avaient à peu près dans leur patientèle. C'est incroyable. Et pour vous, il y a un problème au niveau diagnostic. Mais bien sûr, il y a un problème au niveau diagnostic. En fait, si on veut rester dans une maladie rare, en effet, il faut un nombre réduit. Et nous, on sait très bien que nous ne sommes pas une maladie rare. Alors moi, je suis allée 2 fois au ministère de la Santé déjà. J'espère y retourner. Et il faut absolument qu'on arrive à faire bouger tout ça et à permettre à des médecins qui connaissent de poser ce diagnostic. Au lieu de nous envoyer dans les centres de compétences ou des centres de référence où ça se passe, les rendez-vous sont interminables. On n'arrive pas, il n'y a pas de suivi. Donc là, il y a un gros problème. Il y a quelque chose à changer dans ce domaine. Alors. On va 2 ans d'attente pour avoir un rendez-vous. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Donc on continue, on va se mobiliser au quotidien pour essayer de faire bouger les choses. On va avancer sur ce terrain, on va continuer et puis en espérant avoir une écoute un peu plus sérieuse. Parce que vous avez dit que vous avez aussi des problèmes au niveau de tout ce qui est prescription médicale avec des médicaments non prévus, c'est ça? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de maladie orpheline, ça veut dire pas de traitement et pas de guérison. Donc il n'y a aucun médicament qui a reçu une AMM. AMM, ça veut dire autorisation de mise sur le marché. Forcément, un prescripteur, un médecin va prescrire. On peut pas laisser les gens souffrir, on est d'accord. Donc on va avoir des médicaments qui sont faits pour une autre pathologie. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a, quelque chose qui s'abat sur le syndrome des nerfs dans l'os. On refuse les prescriptions. Donc, les patients ont une ordonnance, ils vont à la pharmacie et la sécurité sociale refuse en disant, vous pouvez avoir ces médicaments, mais vous devez les payer vous-même. C'est quand même hallucinant, ça, moi, je veux pas accepter ça. Et on devrait normalement avoir un document, un protocole. Alors, ça s'appelle un PNDS, un protocole national de diagnostic et de soins, qui normalement est fait pour les maladies orphelines. Alors, d'après mes informations, parce que j'ai quand même des informations qui viennent un petit peu de partout, il paraît qu'il est en cours d'écriture. Mais on ne sait pas, nous, en tant qu'association, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Ils vont nous le redonner, soi-disant, peut-être en relecture, mais on ne sait pas ce qu'ils vont mettre dedans. Et aujourd'hui, on peut pas accepter ça. C'est de la maltraitance médicale, honnêtement. Donc voilà. Donc je vais continuer. C'est un de mes combats en plus. Et là aujourd'hui, tous les internautes qui peuvent vous contacter, ils peuvent vous suivre où? C'est on a une page. Alors on avait un groupe de discussion qu'on a fermé. C'est trop compliqué. On a une page Facebook, Vivre avec le 7, tout simplement. Et puis mon mail ou mon téléphone, il n'y a pas de souci. Le site internet est en reconstruction.
Il devrait être opérationnel, il n'y est pas. On est désolé. Encore un petit peu de temps, mais voilà, sinon la page Facebook. Il y était, mais il n'était plus à jour. Et puis bon, le monsieur qui est en train de me le faire, il se fait un peu tirer l'oreille. Et sinon, il y a une adresse mail aussi? Oui, c'est vivreavecleced.asso@gmail.com. Et donc vous, Monique, donc le 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes, vous avez le préfet de la Moselle qui vous a remis l'insigne de l'Ordre national du mérite. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ah ben, c'était une cérémonie très émouvante parce que quand même le préfet est le représentant de l'État, donc pour moi c'est une reconnaissance officielle. Alors bien sûr de mon parcours pour l'association et de cet engagement auprès des malades, mais aussi mon parcours personnel parce que j'aime pas en parler, mais bon j'ai dû expliquer naturellement ce que j'avais fait. Je me suis toujours occupée des autres, même sans avoir une association à proprement parler. Mais voilà, j'aime les gens. Je suis comme ça. J'ai toujours été à l'écoute de tout le monde, et c'est tout ça qui a pesé dans la balance. Bon, le dossier, naturellement, il a mis 1 an et demi pour arriver sur le bureau de Madame Sophie Cluzel. Et puis je vais remercier Nathalie Grisbeck qui elle a déposé le dossier à la base, et puis Sophie Cluzel l'a validé, l'a proposé à Édouard Philippe qui est Premier ministre, et M. Emmanuel Macron a signé le décret le 15 novembre. Donc la remise officielle était le 8 mars, et en plus le jour du 8 mars, c'était quand même émouvant, et c'est un symbole. Parce que Nathalie Grisbeck était également présente, oui, Brahim Mamouche, Nathalie Grisbeck, il y avait plusieurs sénateurs, François Grosdidier, il y avait d'autres sénateurs, il y avait d'autres députés, il y avait un médecin, on a essayé de convier des gens assez concernés par la pathologie et qui pourraient nous aider. Bon, après, voilà, il faut travailler. C'était le jour des droits des femmes, et en plus le jour anniversaire de l'association, c'était les 11 ans d'association. Voilà. Donc c'est justement le préfet qui a choisi cette date. Donc voilà. Et vous, ça vous a fait quoi ce jour-là? Moi non, sincèrement, j'étais vraiment très fière. Et puis voilà. Et je suis encore émue aujourd'hui parce que disons que c'est moi qui la connais mieux en dehors d'elle, peut-être même mieux qu'elle parfois, parce que je sais comment elle fonctionne, je sais comment elle est, et je suis très fière de tenir d'elle aussi. Donc je sais elle a toujours été présente pour les autres. C'était un petit peu à la maison quand je vivais encore avec elle, c'était un petit peu SOS Amitié, c'est-à-dire qu'il y a toujours du monde à la maison qui venait frapper quand ça n'avait pas le moral, et puis même des gens dans la rue quand on croise des personnes qui sont dans la rue, que ce soit une personne sans domicile qui nous demande une pièce. Moi, je leur donne. Si j'ai une pièce, je leur donne, mais je vais discuter avec. Je vais pas leur jeter la pièce, voilà. Pas tous, hein. On est bien, je peux pas donner à tout le monde. Mais on a une dame qu'on a rencontrée au marché de Noël qui me tient à cœur. Elle s'appelle Thérèse et elle est dans la rue depuis 8 mois. Quelqu'un lui avait promis de l'héberger à partir de janvier dans la Meuse, et puis ils l'ont laissé tomber. Donc elle est de nouveau dans la rue. Et je la vois régulièrement. Donc moi j'ai de la peine pour cette dame parce que elle est originaire de Forbach, mais elle vient faire la Manche à Metz. Elle est dans la rue. Alors chaque fois si j'ai une pièce, je lui donne, je discute avec. On lui a acheté plein de choses à Noël. Voilà, c'est notre façon d'aider, mais je pense que cette personne-là, elle travaillait, elle s'est retrouvée dans la rue suite à... qui est diabétique. Ouais. Elle peut même pas se soigner, en fait. C'est très compliqué. C'est terrible. Après, au niveau des migrants, après, voilà, nous on avait des meubles quand on avait stockés. Je voulais pas les vendre, je voulais les donner. Et je voulais les donner à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Et donc, cette famille les a eus. Je les ai emmenés chez eux avec une camionnette, on a déposé les meubles, voilà. Ça me touche parce que je me dis que moi, si aujourd'hui on me demandait de partir de Metz, comme ils sont partis de Syrie, je ne sais même pas ce que j'emmènerais. Parce que c'est horrible de tout quitter. Et de pas savoir. Et qu'est-ce qu'on prend? On part comment? On s'imagine pas. Non, mais moi j'ai essayé parce que on connaît l'association comme CIR, on les soutient aussi. Et moi, je suis bouleversée. De voir ces gens qui s'envoient avec un baluchon et qui arrivent chez nous, et si nous on peut leur apporter un petit peu quelque chose. En tout cas, vraiment bravo pour ce que vous faites, parce que si tout le monde ferait un petit geste comme ça au quotidien, ça serait. Je me dis que voilà, c'est pas grand chose. C'est pas, moi je me vois pas faire autrement. Et voilà, donner une pièce. Alors bien sûr, nous on ne peut pas travailler, hein, donc au niveau revenu c'est très compliqué puisqu'on ne vit qu'avec l'allocation adulte handicapé. Mais je suis contente, je le redis aujourd'hui, je suis contente d'être en France, de pouvoir bénéficier d'une allocation. Dans certains pays, on serait dehors, on serait dans la rue.
Donc moi, voilà, je fais avec mes petits moyens, je me plains pas, je pourrais avoir plus, c'est sûr. Mais moi, je suis reconnaissante et peut-être que justement le fait, comme je n'aime pas devoir quelque chose à quelqu'un, et bien, le fait de cette association, ben voilà, je rembourse un peu mes 860 € par mois que j'ai. Je les rembourse en mettant les autres. Mais voilà, on est bénévole ou on l'est pas, on est engagé ou on l'est pas. Voilà, nous on y est. Et pour terminer donc cette émission, on a quelques questions donc des internautes. Il y a Julia qui nous demande s'il y a d'autres pays qui sont plus avancés que la France dans ce domaine. Alors on est pratiquement à égalité. Il n'y a pas de recherche génétique ni au Brésil ni au Canada ni rien. On est en contact avec les pays. Ouais, on n'a pas de non. C'est très compliqué en fait, c'est très compliqué. Et il y a donc Chantal sur les réseaux sociaux qui nous dit merci Monique et Alice de faire connaître notre maladie, bravo. Bah c'est bien, c'est gentil, merci. On continuera après, voilà, on sait qu'on est tant qu'on peut le faire. On espère que la recherche va aussi avancer dans ce domaine. Donc là on part à Toulouse la semaine prochaine, donc pour un salon du handicap. On fait dans toute la France. Voilà. En tous les cas, vraiment bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir par la suite sur. Merci de nous avoir donné la parole, Kevin, parce qu'on s'était vu il y a 6 ans. C'est ça, une grande manifestation qu'on avait fait à Metz et on avait vraiment eu un super reportage. Début, c'était vraiment. C'était vraiment bien et merci de nous avoir accueillis ici. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Et quant à vous, les internautes, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine à 18h30 avec David Sellier sur le plateau. À bientôt.